Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir la jambe. Donc, la jambe, c'est la partie du membre inférieur entre les articulations du genou et de la cheville. Ça, on le supposait déjà, et c'est la figure 680. Donc, pour la jambe, à sa partie supérieure, les principales structures neurovasculaires passent de la jambe, de la cuisse à la jambe en traversant la fosse poplitée. C'est ça nous dit dans le dernier cours. Et distalement, les structures passent de la jambe au pied à travers le canal tarsien à la face postéromédiale de l'articulation de la cheville. Mais il y a une exception. Les exceptions étant l'artère tibiale antérieure et les extrémités des nerfs fibulaires superficiels et profonds qui croisent la face antérieure de la cheville pour rejoindre l'avant-pied. Donc, à part ça, tout passe par le canal tarsien. Donc, on a la figure 680 qui nous explique tout ce qu'on a déjà vu. OK, donc là, ce sont les zones de transition au niveau de la fosse poplitée. Une fosse poplitée qui est donc une fosse qui est la forme de losange. C'est là que passent tous les éléments qui vont passer de la cuisse à la jambe, et puis de même que, en grande partie, les éléments qui vont rejoindre la jambe vont passer par le canal tarsien qui va montrer ça, qui va montrer en bas. Alors, le squelette de la jambe comprend deux os parallèles, le gros tibia et le grêle, la fibula. Bon. La fibula, de taille plus réduite que le tibia, est située à la face latérale de la jambe. Elle s'articule à sa partie supérieure avec la face inférieure du condyle médial. Donc, le fibula, il pas fait partie du genou. Et l'extrémité distale de la fibula est solidement amarrée au tibia par une articulation fibreuse. Elle va former la malléole latérale de l'articulation de la cheville. Ensuite, le tibia, l'épigo, donc c'est le porteur de la jambe. Et par sa partie supérieure, le tibia participe à la constitution du genou. Et ouais, ça. Et par sa partie inférieure, il va former la malléole médiale et la partie osseuse articulaire de la cheville. La jambe est divisée donc en trois compartiments. Compartiment antérieur, c'est là après tous les muscles extenseurs. Un compartiment postérieur pour les muscles fléchisseurs et latéral pour les muscles fibulaires. Alors, IGL est séparé en trois compartiments. D'abord par la membrane interosseuse qui s'attache au bord adjacent du tibia et de la fibula, presque toute leur longueur. Donc, le schéma nous montre les trois compartiments. Bon, alors, vous avez le compartiment ici, le compartiment latéral de la jambe. On a le compartiment antérieur de la jambe et le compartiment postérieur de la jambe. Donc, pour un bagage qui va le séparer, jambe dans trois compartiments, c'est la fameuse membrane interosseuse qui va unir les bords interosseux de chacun de ces muscles. Deuxième point, j'ai ces trois petits carrés qui viennent. Donc, ce sont les deux symptômes intermusculaires situés entre la fibula et le fascia profond entourant la jambe. Donc, les deux symptômes intermusculaires, une qui est une antérieure et une postérieure, OK? Situés entre la fibula et le fascia profond entourant la jambe. Ensuite, troisième nom, c'est ici, OK? Vous avez une fixation directe du fascia profond au périos des bords antérieurs et médial du tibia. C'est ça que fait le squelette là. Comme le mot tibia, la face médiale du tibia, elle est sous-cutanée. Donc, les muscles du compartiment antérieur de la jambe fléchissent dorsalement la cheville et portent le pied en inversion. Donc, inversion, c'est lorsque vous avez la face palmaire du pied
il peut venir garder en dedans, tandis que les muscles du compartiment postérieur assurent la flexion plantaire de la cheville et la flexion des orteils et portent le pied toujours en inversion. Donc, il faut atteindre les muscles du compartiment latéral fibulaire qui portent le pied en inversion. Les nerfs principaux et les vaisseaux innerves vascularisent au travers chacun de ces compartiments. Ça, c'était pour les généralités. On va voir au niveau du squelette et on va s'arrêter au niveau du squelette. On va faire l'autre vidéo pour partie suivante là pour la pas. Donc, le squelette, dans ce squelette-là, on va voir simplement la diaphyse et l'extrémité distale du tibia, puisque nous avons extrémité proximale du tibia déjà en parlant du genou. Donc, la diaphyse, et c'est toujours même référence, nous avons un autre schéma que nous avons. La diaphyse du tibia est triangulaire à la coupe et à trois bords, antérieur, interosseux et postérieur. Trois faces, et médial, latéral et postérieur. Donc, si vous regardez les figures là, on a la coupe ici, donc à peu près à l'union du tiers moyen, du tiers supérieur et du tiers inférieur. Donc, on voit bien que le tibia, il a trois bords, bord antérieur, bord médial et bord interosseux. Trois faces, face latérale, face médiale et face postérieure. On tourne côté derrière. Les bords antérieurs et médial, ainsi que la totalité de la face antérieure, sont sous-cutanés et faciles à palper. Et ouais, ça, sous schéma ça, là, il y a un muscle, tandis que sur le bord médial du tibia, on ne voit aucun muscle. Donc, il est sous-cutané ou qu'à palper. Et c'est disposition ça qui fait que bon parti en fracture, surtout si balanti en violent, en fracture aux jambes qui vient compliquer d'ouverture du foyer. Autrement dit, nous avons une fracture ouverte. Est-ce que le bord latéral ou bord interosseux du tibia est amarré par la membrane interosseuse sur toute sa longueur au bord interosseux de la fibula. Donc, nous voyons ici le bord interosseux qui est relié à la fibula avec la membrane interosseuse. On continue. Est-ce que la surface postérieure est marquée par une crête oblique? OK? La surface postérieure est marquée par une crête oblique, la ligne du muscle solaire. On retourne au schéma. OK? Là, en vue postérieure, okay, c'est écrit B et on voit que B, c'est la vue postérieure. Donc, en vue postérieure, la face postérieure, il peut séparer en deux par la ligne du muscle solaire. Okay? Une crête oblique, la ligne du muscle solaire. Maintenant, cette ligne du solaire descend obliquement du bord latéral et se termine au niveau du tiers supérieur du bord médial. Alors, on va recommencer. Donc, ligne solaire, côté gain fibula, c'est le côté latéral. Donc, il descend donc en bas et en dedans, réellement. Et il finit au niveau du bord médial. Donc, ici, nous avons le bord latéral et la crête et le bord médial, ici, à l'opposé de la fibula. Et de plus, au niveau de la ligne solaire, on va trouver une ligne verticale qui descend à la face postérieure du tibia et il a sorti la mi-temps ligne solaire de la, OK? Puis il va au fur et à mesure disparaître à quel niveau? Au tiers inférieur du tibia. Là, nous voyons, crête verticale là. Et puis, au niveau du tiers inférieur du tibia, crête ça disparaît.
Donc, nous sommes toujours à la face postérieure. Maintenant, le tibia s'élargit à ses deux extrémités pour supporter le poids du corps. Donc, la pélagie au niveau du genou, mais après, même bagaille, élargissement au niveau de la cheville. L'extrémité distale du tibia a la forme d'une boîte rectangulaire avec une protubérance à sa face médiale, la malléole médiale. Donc, il y a la extrémité distale du tibia et on voit que grosso modo, ça voit la forme d'une boîte, autrement dit, une face antérieure, une face postérieure, une face supérieure qui va être adhérente au reste du corps et une face inférieure, qu'on appelle la surface articulaire avec le talus. Donc, extrémité inférieure, extrémité distale a la forme d'une boîte rectangulaire avec une protubérance osseuse à sa face médiale qui est la malléole médiale. La partie supérieure de la boîte, ok, est en continuité avec la diaphyse, j'aime dire là, alors que la partie inférieure, avec la malléole médiale et un des os du torse, le talus, forme la plus grande partie de l'articulation de la cheville. La partie postérieure de l'extrémité distale du tibia, en forme de boîte, est marquée par un sillon vertical qui se continue sur la partie postérieure de la malléole médiale. Le sillon est occupé par le tendon du tibial postérieur. C'est ouais, ça. Au niveau de la face postérieure, on doit retrouver un sillon vertical. Et sillon vertical, ça, il va se continuer sur la partie postérieure de la malléole médiale. Regardez. Donc, la face postérieure, mais nous rejoignons sillon ça, et sillon ça dit continuer au niveau de la malléole médiale. OK? Et c'est occupé par le tendon du tibial postérieur. Donc, nous songez que tous les reliefs au niveau d'un os, ils ont raison. La surface latérale de l'extrémité distale du tibia est occupée par une dépression. Donc maintenant, on est du côté de la surface latérale de l'extrémité distale du tibia, est occupée par une dépression triangulaire profonde qui est l'incisure fibulaire. Depuis l'incisure fibulaire, c'est justement une dépression qui est causée par la fibula. Ça fait l'incisure fibulaire articulée à la tête renflée distale de la fibula et amarré par la partie terminale épaissie de la membrane interosseuse. Donc, la surface latérale maintenant. OK? Et on retrouve l'incisure. Donc, si c'est du côté du tibia, il y aura l'incisure fibulaire du tibia, et si c'est du côté de la fibula, il y aura l'incisure fibulaire de fibulaire du tibia. OK. Donc, voici cette face-là. Pour nous résumer, nous avons l'extrémité inférieure formée à la forme d'une boîte. Bon, alors, partie supérieure là, il y a adhérent avec la diaphyse. Partie intérieure, il n'y a pas ouais, grand-chose pour dire. Partie postérieure là, il vient uni, il vient un sillon avec du tendon du muscle tibial postérieur et la partie latérale, on va retrouver l'incisure fibulaire l'incisure fibulaire de, du tibia. Voilà.
Donc là, j'ai l'impression qu'on fait un petit erreur. Parce que quand côté, tu dois mettre là, c'est-à-dire que la gouttière fibulaire du tibia, oui, la gouttière, il y a la gouttière et l'incisure. Oui, c'est bien ça. C'est moi qui fait le bien. OK? Ensuite, on va continuer avec la diaphyse et l'extrémité distale de la fibula pour finir avec le squelette de la cheville. Donc, la fibula n'est pas concernée par la transmission du poids. Or, c'est sacré fibula vient pipiti. Donc, à l'exception de ces extrémités, la diaphyse est entourée de muscles parce que fibula a plus servi pour l'insertion des muscles. Comme le tibia, la diaphyse de la fibula est triangulaire à la coupe et à trois bords et trois faces pour les insertions des muscles. Donc, on le retrouve ici. Donc, à la coupe, on voit bien que la fibula a trois bords, bord antérieur, qui va limiter la face latérale, qui finit par le bord postérieur. Ensuite, on va avoir la face postérieure, OK, et le bord interosseux. Donc, au niveau de la face postérieure, on va trouver une crête médiale. Ouais, si vous parlez de ça. Donc, comme le tibia et la diaphyse de la fibula est triangulaire à la coupe et à trois bords et trois faces pour les insertions des muscles et l'insertion des septums intermusculaires et des ligaments. Le bord interosseux est amarré au bord latéral interosseux du tibia, c'est là déjà par la membrane interosseuse. Les septums intermusculaires s'attachent au bord antérieur et postérieur. Notez euh, dans l'autre schéma là, des septums intermusculaires qui s'attachent au bord antérieur et postérieur. Voici, nous avons les septums intermusculaires donc, qui s'attachent au bord antérieur et postérieur de la fibula. Maintenant, le bord interosseux est amarré au bord latéral interosseux du tibia par la membrane interosseuse. Oui, intellisation. Donc, les muscles s'insèrent sur les trois faces. Maintenant, l'étroite face médiale appartient au compartiment antérieur. On revient au schéma. Donc, ici, l'étroite, elle est tout petit, l'étroite face, donc du côté médial, appartient au compartiment antérieur de la jambe. OK? Tandis que, bon, on le voit déjà, la face latérale appartient au compartiment fibulaire, tandis que la face postérieure appartient au compartiment postérieur de la jambe. Bon, on regarde pour si m'était bien well. L'étroite face médiale appartient au compartiment antérieur. La face latérale appartient au compartiment fibulaire et la face postérieure appartient au compartiment postérieur de la jambe. Alors, la face postérieure, comme tu vois sous le schéma déjà, est marquée par une crête verticale longitudinale qui est la crête médiale. Face postérieure, vous avez la crête médiale au niveau de la face postérieure. OK? Bien que là, il n'y a pas nommé. Qui divise la face postérieure, donc la crête médiale qui divise la face postérieure en deux parties. Dans chacune de ces parties, il faut s'insérer différents muscles fléchisseurs profonds. L'extrémité distale de la fibula est élargie. Elle est bien élargie. Ici. Donc, l'extrémité distale de la fibula élargie en un renflement allongé en forme de lance
forme la malléole latérale. La face médiale de la malléole latérale possède une facette articulaire pour la surface articulaire correspondant du talus. Donc, on parle de ceci. Formant ainsi la partie latérale de la cheville. Juste au-dessus de la facette articulaire, on note une surface triangulaire correspondant à l'incisure fibulaire de l'extrémité distale du tibia, ça nous est déjà, et à ce niveau, tibia et fibula sont articulés ensemble par l'extrémité de la membrane interosseuse, par, côté me dit, donc, la face médiane de la main possède une facette articulaire, la surface articulaire correspondant au talus, formant ainsi la partie latérale de la cheville. Juste au-dessus de cette facette articulaire, on note une facette triangulaire qui correspond à l'incisure fibulaire de l'extrémité distale. Et à ce niveau, c'est la dérivée, parce qu'on dit bon, bah, qui n'est pas devant l'écran. À ce niveau, tibia et fibula sont articulés ensemble par l'extrémité distale de la membrane interosseuse. Postérieure et inférieure à la facette destinée à l'articulation avec le talus, on note une dépression, la fosse malléolaire, où s'insère le ligament talofibulaire postérieur de l'articulation de la cheville. Donc, c'est en vue postérieure que je suis supposé la trouver. Vue postérieure, comme on a dit, et on retrouve la fameuse fosse malléolaire pour l'insertion du ligament talofibulaire postérieur de l'articulation de la cheville. La face postérieure de la malléole latérale est marquée par un sillon peu profond pour les tendons des muscles longs et courts fibulaires. Ainsi, toujours en vue postérieure, on a le sillon des tendons des longs et courts fibulaires. OK? Donc, je m'arrête là. Les articulations, on va les voir dans une prochaine vidéo.